Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Que va faire le gouvernement sur la question essentielle de la compétitivité? Rien, estime la droite qui anticipe une reculade de l'équipe Hérault avant la remise du rapport Gallois. Faux, rétorque le ministre de l'économie Pierre Moscovici qui promet des réformes inédites. Alors que prépare vraiment le gouvernement? Élément de réponse avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et invité politique, l'ancien ministre de l'économie Jean Arthuis, également vice-président de la nouvelle formation de Jean-Louis Borloo, l'UDI, on en parlera aussi. Des annonces spécifiques pour la Corse après l'assassinat de l'avocat Antoine Solacaro. Le Premier ministre a détaillé 10 mesures, dont une circulaire de politique pénale spécifique ou encore une lutte renforcée contre le blanchiment. Les Corses se montrent sceptiques ce soir et attendent surtout des résultats. Et puis retour dans ce journal sur une histoire politique récente, très récente, celle de l'entre-deux tours des élections, de l'élection présidentielle, avec ce livre « Ça m'emmerde, ce truc ». On en parlera avec le chef du service politique de Paris Match, Ludovic Vigone. Nous évoquerons les 14 jours entre le 22 avril et le 6 mai dernier, 14 jours où la droite ne savait plus où donner de la tête. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les mesures annoncées par Jean-Marc Ayrault sont accueillies avec scepticisme en Corse. Elles sont nécessaires, estiment la plupart des responsables politiques de l'île, mais ils les jugent tardives et insuffisantes. Le détail de ces annonces avec Cécile Sixou. Jean-Marc Ayrault s'attaque au portefeuille des délinquants corses. Selon lui, la plupart des homicides commis sur l'île de Beauté sont bien dus à des affaires économiques et financières. Une attention particulière sera portée à la lutte contre le blanchiment, notamment dans le domaine de l'immobilier et y compris du sport, ainsi qu'aux procédures de marché public, aux autorisations d'urbanisme et plus particulièrement au respect de la loi littorale ainsi qu'au trafic de drogue. Pour démanteler les circuits mafieux, le chef du gouvernement donne plus de moyens aux sections financières des enquêteurs. Outre la police judiciaire corse, qui sera dotée de 14 agents supplémentaires, les effectifs du GIR, de la gendarmerie et des services de sécurité intérieure seront également renforcés. Autre annonce, la création d'une cellule interministérielle de coordination. Enfin, mesure déjà connue, le Premier ministre propose de mettre en place une politique pénale spécifique à l'île. Objectif, mieux organiser le travail entre les différents parquets imbriqués dans les affaires corses. Les ministres de la Justice, Christiane Taubira, et de l'Intérieur, Manuel Valls, se rendront sur place en novembre. Ultime négociation, rendez-vous de la dernière chance. La pression s'accentue sur les discussions en cours entre médecins, complémentaires de santé et assurance maladie pour tenter, vous le savez, de boucler la négociation sur les dépassements d'honoraires. Déterminée à régler ce dossier qui complique l'accès aux soins des Français, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a prévenu qu'un texte de loi est prêt en cas d'échec. Mais à l'heure actuelle, les discussions se poursuivent. Elles ont été, vous le voyez sur ces images, un peu perturbées par une manifestation d'internes. On va écouter tout de suite le président du premier syndicat des médecins libéraux. Il s'agit de Michel Chassan. Si le gouvernement a décidé de nous punir, pourquoi nous obliger à passer une nuit dans un lieu qui est moyennement agréable, on va dire, hein? L'assurance maladie, autant nous matraquer tout de suite, et puis voilà. Et c'est la guerre, et puis on y va. Non, je crois que si aujourd'hui on est en négociation, c'est, je pense, parce que le gouvernement a intérêt à ce qu'il y ait un accord. Pas moins de 18 ministres conviés aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault pour participer à une réunion de travail sur la compétitivité. Au moment où l'impatience des patrons grandit, où l'opposition crie à la reculade, le gouvernement veut montrer au contraire qu'il est mobilisé sur le sujet avant la remise officielle du rapport Gallois. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Réunion au sommet pour reprendre en main le dossier compétitivité. 18 ministres convoqués, la presse conviée, le tout pour prouver que le gouvernement considère comme prioritaire ce dossier. Après les premières fuites sur le rapport Gallois qui préconiserait une hausse de la TVA et de la CSG pour baisser les charges sur le travail, le gouvernement a voulu montrer qu'au final, c'est lui qui trancherait. Ce rapport Gallois est un rapport qui est une contribution extrêmement importante, mais il est logique aussi que de notre côté, les administrations, les ministères, nous menions notre propre démarche pour être prêts. Si la question du coût du travail est centrale, il faut aussi évoquer d'autres sujets comme l'innovation ou la recherche pour parler compétitivité. C'est ce qui a été au cœur des discussions aujourd'hui. La question du coût ne sera, elle, abordée que vendredi lors d'une nouvelle réunion.
Mais pour l'opposition, c'est déjà un véritable camouflet. On a demandé à un grand patron de gauche d'expertiser, d'auditionner, de faire des propositions, et au bout de 3 mois, il propose ce que finalement Nicolas Sarkozy avait proposé dans sa campagne des présidentielles. Et visiblement, vu les premières réactions aux premières pistes de Louis Gallois, on peut s'inquiéter. Pas vraiment enterré, mais largement minimisé, le rapport Gallois au complet est toujours attendu pour le 5 novembre prochain. Un séminaire gouvernemental est prévu dès le lendemain pour rendre les premiers arbitrages du gouvernement. Et sur le plateau du 22h ce soir, invité politique, l'ancien ministre de l'économie et vice-président de l'UDI, Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, interview à suivre ensemble dans un instant. Mais d'abord, l'analyse économique, c'est avec Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Dites-nous, Jean-Louis, sur la compétitivité, qu'est-ce qui semble retenir le gouvernement ? Mais il semble retenir que d'abord, il y a un fait incontestable, qu'il y a un problème de compétitivité. Quand vous avez 70 milliards de déficit commercial, il y a une question de compétitivité. Donc certains disent choc de compétitivité. Et le problème pour le gouvernement, c'est qu'ils disent oui, mais si je fais un choc de compétitivité, je risque d'avoir à la clé un choc politique, un choc technique, un choc économique, et il est ballotté entre les chocs et les contre-chocs. Alors le point de départ, tout le monde le connaît, c'est le problème du financement des systèmes sociaux français. Il y a 436 milliards d'euros de recettes, dont les 2 tiers sont financés, en gros près des 2 tiers, sont financés par des cotisations sociales. C'est-à-dire que c'est financé par le coût du travail. Alors le patronat, les entreprises disent, écoutez, moi, si vous voulez me mettre à égalité avec les Allemands, il faut que vous me retiriez 70 milliards de cotisations sociales. Il semble que le rapport Gallois, ce soit autour de 30 milliards d'euros, quoique le chiffre ne soit pas encore officiel. Monsieur Arthuis, qui est ici notre invité, en bon centriste, entre les 30 et les 70, il dira plutôt 50 milliards. Exact 50 milliards. On verra, ça répond dans un instant, oui. 50 milliards. Bon. À partir de là, le problème, c'est où on peut trouver, puisqu'il s'agirait de 30 milliards, il s'agirait par exemple de supprimer les cotisations famille des entreprises, 5,3 points, et on trouverait à ce moment-là les 30 milliards recherchés en allégeant le coût du travail de cette façon-là. Mais alors Jean-Louis, comment on compense l'argent manquant ? Alors c'est là où commencent les problèmes. Évidemment, c'est très compliqué. Alors, la campagne électorale avait en partie, du côté de M. Sarkozy surtout, posé la question, il avait prôné la TVA. La TVA offre un immense avantage, c'est qu'évidemment, elle facture l'ensemble des marchandises, notamment les produits importés, et Dieu sait que la France importe beaucoup de produits, ce qui est d'ailleurs même la base du problème. Monsieur Hollande, dans la bataille électorale à laquelle il était livré, évidemment, pour contester son adversaire, ne pouvait que dire ça, c'est une mauvaise mesure, et il aurait été, il serait plutôt attiré vers la CSG, qui a une couleur un peu de gauche, puisque tous les revenus sont taxés avec la CSG. Le malheur, c'est que si tous les revenus sont taxés, notamment ceux du capital, ceux du travail le sont. C'est-à-dire qu'il y aura un prélèvement direct pour une augmentation pour trouver 30 milliards de l'ordre de 2,5 points de CSG, un prélèvement direct sur la feuille de paie. Et comme je vous rappelle que la CSG n'est pas totalement déductible de la feuille d'impôt, il y a une amputation du pouvoir d'achat. Et là-dessus se greffe un autre problème qui est très compliqué. Je vous prends un exemple. Demain, Jean-Marc Ayrault inaugure la chaîne de montage du fameux A350, le futur avion d'Airbus. Avez-vous entendu la direction d'Airbus et de ADS se plaindre des charges sociales et des salaires? Non. En gros, non. Évidemment, parce que Airbus se vend comme des petits pains, il y a une avancée technologique, et donc il est bas. Alors, ce qui veut dire que, d'où le problème du gouvernement, il dit, écoutez, on veut bien parler des charges, mais parlons aussi de la compétitivité hors coût, de technologie, etc. Mais ça demande plus de temps, et du temps, on n'en a pas. Merci Jean-Louis, restez avec nous. Jean Arthuis, on l'a dit, les fuites se multiplient sur ce rapport Gallois. Rapport, on rappelle, qui préconiserait un choc de compétitivité sur 2 ou 3 ans de 30 milliards d'euros. François Hollande a pris un peu ses distances avec ce rapport. Est-ce que ça vous inquiète? Oui. Et je n'arrive pas à comprendre l'attitude des gouvernements français successifs. J'ai à l'esprit le rapport de Michel Candesu en octobre 2004 sur la recommandation de Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie et des finances. Candesu qui disait « La France est en risque de décrochage sous anesthésie ». Ce rapport n'a eu aucune suite. Compétitivité déjà. Nicolas Sarkozy, président de la République, Attali 1.
Rapport sur la croissance. C'est un manque de courage de la part des politiques? Les politiques prescrivent des rapports et en général n'en tiennent pas compte. Parce qu'il y a des conventions de langage. Pourtant, Pierre Moscovici, tout à l'heure, a promis des réformes inédites, des réformes structurelles. Pourquoi condamner, dénoncer avant les annonces qui seront faites par le gouvernement? Attendons le rapport de Louis Gallois. Alors ma question, est-ce que vraiment le salut de la compétitivité de nos entreprises ne passe que par la baisse du coût du travail et le soutien à l'innovation? Pas seulement. Il y a l'innovation, il y a l'élévation de la qualité, l'exploitation de niches pour pouvoir exporter, mais il y a aussi le coût du travail, il y a la rigidité du droit du travail, il y a une frénésie normative qui complique singulièrement la tâche des chefs d'entreprise. Mais tout à l'heure, Jean-Louis Combeau évoquait l'Airbus. On commence à assembler des Airbus en Chine. La 320. Oui. Et vous allez voir ce qui va se passer. Dites-nous. Eh bien, qu'on risque de délocaliser la production d'Airbus. Lorsqu'on vend des TGV en Chine ou ailleurs, c'est moyennant la production locale. Donc, on est là en train de vouloir flatter les consommateurs en ne touchant pas à la TVA. Mais on a laissé filer dans une économie qui s'est globalisée, qui s'est mondialisée, on a laissé filer les productions, on a désindustrialisé. Très bien. Donc je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Mais ce choc de 30 milliards, l'effet, je crois, Jean-Louis, 30 milliards, c'est insuffisant. Oui, alors 50 milliards, ce serait combien de points de compétitivité gagnés? Alors ça dépend des entreprises. Évidemment, dans l'automobile, par exemple, 30 milliards, c'est en gros 5% de la valeur de l'automobile. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de la compétitivité que vous signez depuis des années, bien entendu, c'est votre premier ouvrage. Mais en même temps, il y a un deuxième problème qui est la marge des entreprises, oui. qui est fondamental. Très comprimé. Ce n'est pas la peine de créer une banque publique d'investissement si les conditions de la compétitivité et de la rentabilité ne sont pas réunies. Ce n'est pas une question de financement, c'est une question d'espérance de réussite. Or, nos législations, nos prélèvements obligatoires, nos contraintes multiples font que ce n'est pas la peine d'emprunter parce qu'on a des marges excessivement comprimées et au fond de faibles chances de parvenir à un résultat satisfaisant. Une question avant de parler de l'UDI, Jean Arthuis. Vous êtes d'ailleurs à l'UDI, vous êtes en charge, je crois, des questions européennes. On rappelle aussi qu'il n'y a pas si longtemps, vous aviez remis au précédent gouvernement un rapport sur l'avenir de la zone euro. Peut-être a-t-il été enterré comme les autres rapports que vous citiez, vous allez nous le dire. Mais François Hollande... Je vais m'efforcer de le faire vivre. François Hollande a-t-il raison de dire que nous sommes tout près de la sortie de crise? Je trouve que c'est sympathique, mais ça fait partie de ces discours parfaitement incantatoires. Je ne vois pas ce qui permet à M. Hollande de dire qu'on est à la veille de la sortie de crise. Au contraire, je vois se multiplier les plans sociaux, la montée du chômage, et on va s'apercevoir que peut-être aussi nous voyons arriver sur nos territoires des travailleurs qui viennent d'autres pays de l'Union européenne, non pas comme salariés, mais comme prestataires de services. J'aurai l'occasion dans les semaines qui viennent d'évoquer cette question. Ceci met en cause précisément la compétitivité. Et tout à l'heure, vous évoquiez la CSG. La CSG, on en aura besoin pour équilibrer les comptes publics, pour financer la dépendance des personnes âgées. Vous étiez bien sûr présent au lancement de l'UDI. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'UDI, c'est l'Union de démocrates et indépendants. C'était ce dimanche, aux côtés de Jean-Louis Borloo et de nombreuses autres personnalités. Un parti qui ambitionne d'être une formation de centre droit, indépendant, mais loyal à l'UMP. Vous nous expliquerez comment cela se passe. On voit déjà tout cela avec François Goulin. Une ancienne ministre de François Fillon au tableau de chasse de l'UDI, voilà de quoi faire enrager les cadres de l'UMP. Certains d'entre eux y voient même un sérieux accroc à leur alliance avec ce nouveau parti d'opposition. Qu'est-ce que c'est que ces vieilles méthodes de débauchage, d'aller récupérer un élu d'un autre parti? Je pense que là, nous n'allons pas dans le bon sens et qu'on a plutôt reculé sur le chemin de l'union et du partenariat avec cet incident. L'incident préfigure la bataille qui risque de déchirer les deux camps pour la mairie de Paris, où l'UDI veut proposer son propre candidat. Pour gagner, l'UMP doit changer de tactique, estime le sénateur Philippe Dominati. À plusieurs reprises, on a voulu profiter, je dirais, de la situation parisienne pour implanter des personnalités. Et en réalité, les Parisiens
condamne ce procédé. Au centre, on impute là aussi la fuite des cadres à l'UMP elle-même, une UMP qui veut jouer sur tous les tableaux. L'UMP a montré que ce n'était pas une parfaite réussite, on le voit très bien. Hein, le nombre d'échecs qu'ils ont depuis des demi-siècles, moi je n'ai pas à intervenir sur ce que font l'UMP, mais je ne crois pas qu'ils aient à avoir une crainte sur le fait que des transferts se fassent. Pendant ce temps, l'UDI continue sa stratégie de grignotage. D'autres personnalités UMP sont en discussion pour rejoindre les rangs des centristes. Jean Arthuis, est-ce que vous pouvez résumer, expliquer aux téléspectateurs le positionnement de l'UDI? Comment pouvez-vous ambitionner d'être le premier parti d'opposition, donc devant l'UMP, en vous appuyant quand même sur l'UMP? Comment être dedans, mais dehors, au centre, mais pas vraiment, indépendant, mais loyal quand même? On s'y perd un peu. Je crois qu'il y a, à droite et au centre, deux grandes familles. Une famille bonapartiste, et qui a le culte du chef, et qui sait avancer en rang serré. Ça, c'est l'UMP. C'est la droite républicaine. Et puis, il y a une famille modérée dans son expression, humaniste, qui a besoin d'une gouvernance participative et qui se tient à distance de toute forme de manichéisme. Et ça, c'est la famille du centre-droit. C'est l'union des démocrates. C'était jadis l'UDF qui s'est désagrégé comme s'il y avait eu une malédiction présidentielle. Oui. Cette famille a laissé en jachère, elle a laissé en jachère un espace politique et nous sommes en train de refonder cette famille. Alors plusieurs questions. L'union des démocrates indépendants, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas un petit peu l'union des démocrates infidèles, puisqu'à droite on crie à la trahison après le départ de Chantal Joanneau? Est-ce que tout ce qui est en vocation... Vraiment, j'entends des commentaires sentencieux, mais moi je me souviens de l'époque, j'étais président du groupe centriste au Sénat, c'était en 2002. Et puis soudainement s'est constitué l'UMP. Et j'ai vu partir un certain nombre de mes collègues qui avaient été élus sous l'étiquette UDF et qui sont devenus UMP. C'est de bonne guerre, c'est ce que vous dites. Mais alors, évitons de faire tant d'histoires. L'essentiel est que Mme Joanneau se sente bien dans la famille UDI. Elle se sentait bien aussi dans la famille UMP, elle se sent bien partout apparemment. Bon, mais certains, comme Alain Juppé, s'inquiètent du remake de la droite sanglante avec le duel fratricide comme il y avait entre RPR et UDF. Est-ce qu'il y a des risques de ce duel entre UMP et UDI? Non. Le vrai sujet est de savoir comment on va sortir la France et l'Europe de la crise que nous traversons. Et je voudrais qu'on sorte de cette théâtralisation de la politique où immédiatement on doit imaginer la confrontation au présidentiel entre Jean-Louis Borloo peut-être et un candidat UMP. Enfin, le vrai sujet, c'est de savoir comment demain nous allons présenter des candidats dans les différentes municipalités, dans les grandes villes, avec quelle vision? Jean-Louis Borloo n'exclut pas une candidature en 2014 à Paris. Est-ce que vous l'y encouragez clairement ce soir? Pour l'instant, je n'encourage rien. Je dis simplement qu'il faut que nous mettions en œuvre... Non, mais clairement, sur ma question, pourquoi vous ne l'encouragez pas, Jean-Louis? Non, mais... C'est un bon candidat, puisque c'est le président de votre parti. Certainement, donc excellent. Vous l'encouragez. Excellent, nous avons fait le président de l'UDI. C'est celui... Donc c'est un bon candidat pour la mairie de Paris. C'est celui d'entre nous qui a la notoriété la plus affirmée, et une notoriété qu'il doit à l'action qu'il a menée dans le Valenciennois, à l'action qu'il a menée au sein de gouvernements successifs. Donc il n'y avait pas photo. Maintenant, ce qui va compter, c'est la gouvernance de ce parti. Comment va-t-on travailler, et travailler le fond, et pas simplement s'en tenir à des déclarations péremptoires, à des petites phrases, à des annonces, et sortir de nos tabous de la République. On atteindra le projet. Mais dites-moi, vous avez cru, il n'y a pas si longtemps, en François Bayrou. Vous avez vraiment cru en lui. Pourquoi aujourd'hui, le sauveur, pour vous, l'homme providentiel, ce serait Jean-Louis Borloo? Eh bien parce que, à la veille de l'élection présidentielle, ça n'est pas le moment de refonder une famille. On l'a bien vu. Et d'ailleurs, Jean-Louis Borloo, qui a été momentanément candidat à l'élection présidentielle, s'est retiré parce qu'il a bien compris que ça ne pouvait pas marcher. Le seul qui était légitime pour porter l'étendard centriste à l'élection présidentielle, c'était François Bayrou. Pour terminer, en un mot, Jean Arthuis, s'il vous plaît, je voulais vous faire réagir à cette dernière information de l'Express.fr qui nous parvient à l'instant, selon laquelle les sages, le Conseil constitutionnel, pourrait censurer la loi sur le logement social. C'est un texte symbolique du gouvernement. Héros, pour non-respect de la procédure parlementaire, la majorité apparemment serait allée trop vite. Si c'est le cas, quelle est votre réaction? Évidemment, d'ailleurs, nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Ce sont
des méthodes qui ne sont pas acceptables par le Parlement. Il y a eu une précipitation incompréhensible. Et les procédures élémentaires de respect du Parlement pour que le travail de réflexion préalable au vote puisse s'accomplir. Le gouvernement a voulu passer en force, négligeant ces procédures. Je pense que c'est sagesse que de faire respecter ces procédures et donc de respecter le Parlement. Cette décision définitive est attendue en semaine, peut-être donc mercredi après-demain. Je ne serais pas étonné qu'il y ait sanction, en effet. Elle est méritée. Merci à vous, merci Jean-Luc Gombaud pour être resté, merci pour votre analyse. Dans la suite du 22h, on va à présent s'intéresser à l'histoire politique récente, très récente, c'est l'entre-deux tours de la présidentielle. 14 jours entre le 22 avril et le 6 mai 2012, 14 jours, vous allez le voir, au cours desquels la droite est passée de l'abattement à l'espoir et puis à la défaite. Notre invité, c'est le chef du service politique de Paris Match, Ludovic Vigone, co-auteur du livre. Il s'appelle comme ça, je m'excuse du mot, ça m'emmerde ce truc, aux éditions Grasset. Et cette phrase, titre du livre, aurait été prononcée par Nicolas Sarkozy juste avant, 2 minutes avant le débat d'entre-deux tours, dont on regarde un extrait. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Et notre invité Ludovic Vigone, chef du service politique de Paris Match et co-auteur de ce livre « Ça m'emmerde ce truc » aux éditions Grasset. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Sonia. Alors le titre fait référence à la phrase qu'aurait prononcée ou qu'a prononcée Nicolas Sarkozy 2 minutes avant le débat d'entre-deux tours à ses proches. C'est pas le signe d'une grande combativité au fond et ça ne ressemble pas à Nicolas Sarkozy? Durant ces 14 jours, Nicolas Sarkozy, c'est un mélange de plein de choses. Il y a effectivement chez un tel champion l'envie de gagner, l'idée qu'on peut encore renverser la table même dans une situation si difficile. Et puis c'est aussi un homme qui est un peu fatigué, qui est fatigué physiquement, qui est un peu lassé de recevoir tout le temps plein de coups, qui a le sentiment d'avoir bien fait le job pendant 5 ans et qui se demande ce que un nouveau quinquennat lui apportera. Puis c'est aussi quelqu'un qui est un peu soulagé parce qu'on lui promettait un résultat au soir du premier tour moyen, humiliant. Et il a fait un peu plus de 27%, il respire. Est-ce qu'on peut comparer ce débat dont on vient de voir un extrait avec finalement le premier débat Obama-Romney, j'y pense, où le président américain semblait un peu anesthésié? Est-ce qu'ils ont perdu l'habitude de débattre, les présidents, finalement? Oui, je pense que quand on est président, que ce soit à la Maison-Blanche, que ce soit à l'Élysée, on est très protégé, on est dans une bulle, on a perdu l'habitude du combat politique, du match. Et donc c'est vrai que quand ça reprend, quand ça recommence, c'est un peu difficile, il faut retrouver ses réflexes de boxeur. Obama, il lui a fallu un deuxième débat pour le trouver. Et encore, c'est pas gagné. Voilà, et c'est pas gagné. Sarkozy, lui, il n'y avait pas de deuxième débat. Donc voilà, on est resté sur cette impression très mitigée. Et tout au long de votre livre se pose la question aussi, comment retrouver la magie d'une première campagne? La question se pose à Obama, comme elle s'est posée à Nicolas Sarkozy, mais sans succès, en tous les cas pour Nicolas Sarkozy. Il n'a jamais réussi à retrouver ce déclic de 2007. Non, quand on est président, on a un bilan et on a forcément suscité des attentes et il y a forcément des déceptions à l'arrivée. Et donc c'est vrai qu'il faut combattre ça, essayer de rassurer l'électorat et de le rassurer, de lui dire que cette fois-ci on tiendra ses promesses. C'est toute la difficulté à laquelle se heurte Nicolas Sarkozy. Certains dans son entourage, on le raconte, comme par exemple Patrick Buisson, ne négligent pas cet handicap-là, sont très conscients que sur des questions comme la sécurité par exemple, où la crise n'avait pas vraiment de prise, et Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment eu les résultats que les Français attendaient. Durant ces 14 jours, la droite et le camp de Nicolas Sarkozy est passé vraiment par différents états. Il y avait l'abattement, mais au soir du premier tour, il y a une lueur d'espoir avec cette phrase, je crois que c'est Brice Hortefeux qui l'a prononcée, la phrase « La France, c'est super à droite ». Ils y ont cru? Oui, c'est vrai qu'au soir du premier tour, il y a une très bonne surprise dans le camp Sarkozy, c'est que et Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sont dans la fourchette haute de ce que leur promettaient les sondages. Et donc, ils en tirent une conclusion. Effectivement, la France est très à droite. Et donc, il faut, comme dit Patrick Buisson, fusionner. Il dit que c'est la matrice de cette élection présidentielle, fusionner l'électorat UMP et l'électorat FN. Et s'en suivront beaucoup de propositions qui feront beaucoup parler de Nicolas Sarkozy dans les premiers jours de cet entre-deux-tours. Ludovic Vigone, pour les gens qui nous regardent là en ce moment, les téléspectateurs, ils peuvent se demander, peut-être qu'ils se demandent, mais pourquoi encore on reparle de Nicolas Sarkozy? Est-ce
qu'il y a une obsession des journalistes? Non, il n'y a pas une obsession, mais c'est quand même... D'abord, c'était le président sortant, c'est un champion, vous le disiez, qu'on n'imaginait pas perdre. Et puis c'est aussi une période très importante pour l'histoire politique et pour la droite en particulier. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a choisi un positionnement très droitier qui ressemble pas à ce que fait un président sortant dans un entre-deux-tours. En 88, Mitterrand, en 2002, Chirac, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au centre, ils élargissent leur camp. Nicolas Sarkozy, lui, il choisit l'exact inverse, il va encore plus à droite. Et donc ça soulève beaucoup de questions, ça a soulevé aussi des débats de stratégie, et je pense qu'on a essayé d'y répondre dans ce livre. Des débats qui se poursuivent avec le duel Fillon-Copé, évidemment. Pour terminer, il y a cette phrase, je crois que c'est la dernière phrase de votre livre, que Nicolas Sarkozy a prononcée le 7 mai, Exactement. donc au lendemain du second tour, et il dit ceci: « J'avais 3 objectifs. Ne pas être humilié par le score, ne pas tuer ma famille politique comme Jospin, ne pas partir ridicule comme Giscard. » Est-ce que selon vous, il a rempli ces 3 objectifs? Il a plutôt rempli ces 3 objectifs, oui. Le score qui n'est pas ridicule, effectivement, 48,4, c'est pas du tout ce que lui promettaient les sondages qui lui annonçaient une défaite très humiliante. Ne pas tuer sa famille politique comme Jospin. Nicolas Sarkozy pense que bien au contraire, il lui a donné un nouveau corpus idéologique. Enfin, pas partir comme Giscard. On a vu le 6 mai, le discours qu'il a prononcé à la Mutualité a été unanimement salué, et il a montré d'ailleurs que sans doute Nicolas Sarkozy s'attendait à cette défaite. La manière sereine dont il a vécu montre qu'il y était assez près. Voilà, et on plonge dans les coulisses de ces 14 jours. C'est vrai, comme vous le dites, une histoire politique récente, évidemment, cette entre-deux-tours et humaine. Avec vous, Ludovic Vigone et Éric Mandonnet aux éditions Grasset. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Mounir Soussi. Les chars patrouillent dans Beyrouth. L'armée occupe le terrain au lendemain de violents affrontements. Hier, dans la capitale, une manifestation a dégénéré à l'issue des funérailles du chef des renseignements, assassiné vendredi. L'opposition sunnite menée par Saad Hariri y voit la main de la Syrie et réclame la chute du gouvernement, dominé par le Hezbollah chiite, proche du régime de Bachar al-Assad. 60 millions d'Américains attendus cette nuit derrière leurs écrans pour suivre le 3e et dernier débat de la campagne présidentielle. À 15 jours du scrutin, Mitt Romney et Barack Obama sont plus que jamais au coude à coude dans les sondages. En Floride, les 2 candidats vont s'affronter sur les questions de politique étrangère. Les 30 départements les plus en difficulté obtiennent une aide exceptionnelle de 170 millions d'euros. Chargés de verser les prestations sociales type RSA ou allocation aux personnes âgées, les départements se disent asphyxiés financièrement. Ils réclamaient aujourd'hui à l'Elysée une enveloppe de 400 millions d'euros. C'est pas suffisant, je l'avais dit l'an dernier, lorsque François Fillon l'avait annoncé, le Premier ministre d'alors, mais ça va au moins permettre momentanément à une bonne dizaine de départements qui sont les plus en difficulté de trouver là une solution momentanée. La droite, de son côté, refuse de signer la résolution entre l'Assemblée des départements de France et le gouvernement. L'Union cycliste internationale a tranché. Lance Armstrong est déchu de tous ses titres. Mis en cause par un rapport accablant de l'agence antidopage américaine, le sportif texan est radié à vie du monde du cyclisme. Aujourd'hui, les coureurs tombent et ils vont savoir avec Armstrong que ceux qui trichent tomberont tôt ou tard. Maintenant, l'UCI doit, à l'évidence, aller au bout de l'enquête et tirer toutes les leçons de cette affaire. Lâché par ses sponsors, Lance Armstrong devra rembourser les gains perçus lors de ses 7 victoires sur le Tour de France. Baudry se place dans la route de Lance Armstrong dans son dessin du jour et sur rue 89, le forçat de la route troque son maillot jaune de vainqueur pour l'habit rayé du bagnard. Et c'est la fin de ce 22h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre soirée documentaire du lundi soir avec Famille, disputes et politique. Un documentaire qui montre combien il est parfois, souvent, difficile de parler politique en famille. Belle soirée, à demain, avec plaisir. Au 2e tour, c'était donc Sarkozy royal. Et je me souviens, Pepper, tu étais venu chez moi. C'était à l'époque où j'habitais encore avec sa maman, il y avait Simon. Et puis on t'avait invité à déjeuner. Et en partant, donc c'était la veille de l'élection, voilà, c'est ça. Quelques jours avant l'élection, tu descends l'escalier, puis tu te retournes, puis tu te dis. Et puis votez bien, hein. Pour qui votait-on? Non, c'était votez bien. Alors, oui, c'était pas aller voter.
comme tout bon républicain et citoyen français. Non, c'était voter bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut de moi? Tu voulais que je vote quoi? Bon, mais ça, je le dis pas moi. Non, mais t'as pas dit, hein. Je te l'ai pas dit. T'as dit votez bien. Oui, ça veut en dire long, là. On vote selon ses idées, c'est tout. On n'improvise pas, etc. On va pas forcer les gens à dire si. Celui qui pense quelque chose, il reste sur ce qu'il a pensé. Sauf que je savais que tu allais voter Sarkozy. Moi, je respecte tout le monde. Seulement, il y en a qui vont trop loin. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vois pas plus loin parce que il faut tenir sa langue des fois. La famille, c'est une histoire. C'est une histoire qui se construit et vous habite avec ses personnages, ses légendes, ses amours, ses zones d'ombre et ses conflits. C'est une histoire où circulent des sentiments, mais aussi des idées, des croyances et des valeurs. C'est en famille que l'on parle le plus de politique. On en parle bien plus qu'avec ses amis ou ses collègues de travail. Les choix politiques peuvent se transmettre et rassembler. Mais la politique peut aussi fâcher et entraîner de vraies ruptures. Parfois, c'est le silence qui l'emporte et on peut préférer ne pas en parler. Comment la politique existe-t-elle au sein du couple, entre parents et enfants, entre frères et sœurs? En un mot, quelle est sa place dans la vie privée? Quelquefois, je me dis, et si j'avais été élevée dans une famille complètement à l'opposé sur le plan de l'engagement politique, est-ce que je serais ce que je suis aujourd'hui? Pas sûr. Parce que j'ai mes convictions, mais on est imprégné, je crois, de notre éducation qui fait notre socle, de ce que nos parents nous inculquent, des valeurs, qu'elles soient politiques ou autres. Hein. Et du coup, on vit avec ça, on s'en imprègne. Qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, 2 Français sur 3 sont du même bord politique que leurs parents. La famille véhicule des systèmes de valeurs et peut façonner de véritables traditions politiques. Chez les Brocard, tous travaillent sur le domaine vinicole. Et de génération en génération, presque tous sont de droite. Les parents étaient gaullistes. Des vrais gaullistes. Ils avaient 1000 raisons d'être communistes, de dire on n'a pas assez à manger. Gaullistes, silencieux, respectueux des autres, de leur place, etc. C'est la France profonde qu'on ignore et qu'on n'est jamais allé voir de trop près. C'est dommage. C'est des vraies valeurs. Parce que le reste, c'est du discours. Ce qui compte, ce sont les faits. Saint Bernard disait qu'il n'y a de vertu que dans l'exercice de celle-ci. Personne ne dit rien derrière moi là. Attendez, allez-y. C'est le patriarche qui parle. C'est vrai qu'on baigne dedans depuis toujours et on a toujours entendu ces valeurs et au fond, finalement, on a tendance à les renouveler, à continuer dans ce chemin-là, ouais. Et de les perpétuer avec nos propres enfants. Ouais. Donc, Et nous, enfants, on entendait toujours « on paye trop d'impôts ». Voilà, je me souviens de ça, on paye trop d'impôts. Je savais automatiquement, enfant, que j'étais de droite, puisque j'entendais ça. J'étais... Voilà. Un peu. Entre parents et enfants, c'est aussi une façon de se représenter le monde environnant et de lui donner sens qui se transmet. Très concrètement, des valeurs sont mises en avant et fixent des repères. Marie-Ange, architecte à Sens, plutôt à gauche, a montré très tôt à ses enfants qu'il y avait des principes et des idées auxquels elle tenait. Je me souviens, quand les enfants étaient petits, moi j'avais un peu des postures. Par exemple, je voulais pas acheter des chaussures Nike parce que
il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas tout ça. Alors, c'est vrai que ça râlait à la maison. T'es la seule mère, les caprices dans la voiture. Et puis, mais par contre, après, ils revenaient de l'école et puis, par rapport aux copains, ils leur faisaient la morale. On disait, moi, tu te rends compte, ils achètent des Nike, ils sont tout à l'inconscient. Je sais que ça, je l'aurai dans la tête pour toujours, quoi. Et ça, c'est des choses. Et ça se trouve, notre éducation politique, mais enfin, c'est pas ça se trouve, je pense qu'elle a commencé là. Mais vraiment là, quoi. Et je pense que, ouais, ces anecdotes du McDonald's et des Nike, etc., et ça restera toujours. Et moi, je sais que ça m'a marqué, quoi. Et je me sentais mal la première fois que j'en ai mis au pied. Hein. J'avais l'impression d'entraver les droits de l'homme, quoi. C'était vraiment, quoi. Chez les Paco, une famille de journalistes et de graphistes, on est à la gauche de la gauche. Pour parents et enfants, les compromis politiques sont difficiles à accepter, pas question de transiger avec certaines valeurs. Ils n'accepteraient pas de travailler dans une boîte parce qu'ils sont très engagés dans la chanson, ils sont très engagés dans le théâtre, dans la peinture, mais ils ne pourraient pas travailler comme moi, depuis toujours. Moi, je ne pourrais jamais faire une maquette pour des gens de droite, comme Marie t'a dit tout à l'heure. Je pense qu'ils sont pareils à ce niveau-là, voilà. On ne pourrait pas. Quitte à gagner bien moins notre vie qu'on aurait pu. On n'a pas de discussion avec aucun enfant qui tourne aux questions de fric. C'est-à-dire... je vais gagner plein de pognon ou il me faudrait... voilà. On n'a pas de discussion comme ça. Non, jamais. Ouais. Voilà. Le travail ou le non-travail, c'est pas par rapport au fric. C'est pas sans poser de problème. Oui. Mais voilà. Dans la région de Perpignan, Monique Langlais est allée encore plus loin. Plus que des valeurs, c'est un vote qu'elle a voulu transmettre. Et au-delà, un véritable ralliement politique. Alors, en ce qui concerne mon premier vote Front National, pour en revenir à la famille, ma fille, le lendemain, me téléphone et elle me dit « Alors, pour qui tu as voté ?» Je lui dis « Front National ». Elle me fait « Quoi? C'est pas vrai ?» Ah ben, j'y suis. Et le lendemain, elle me rappelle et elle me dit, tu sais, j'ai dit à Tony c'est mon petit-fils, qui était un petit gamin à l'époque, et elle me dit, j'ai dit à Tony, Manou, elle a voté Front National. Et le gosse lui a répondu, oh, elle n'a pas fait ça. On parlait politique, ils savaient qu'on était au Front National, ils nous ont jamais jeté la pierre. Il y avait la photo de Jean-Marie Le Pen qui était sur le meuble. Et ils se rendaient petit à petit à nos arguments en reconnaissant qu'effectivement, ça n'allait pas. Et en 2002, ils ont voté Front National. Tous, comme un seul homme. La transmission paraît d'autant plus naturelle et évidente lorsque les parents sont engagés politiquement. La valeur d'exemple est alors essentielle. Chez les Kerpédron, militants au Parti socialiste d'abord, puis à la Ligue des droits de l'homme, les enfants restent aujourd'hui fidèles au choix et à l'engagement de leurs parents. Je me souviens juste, à la dernière élection présidentielle, je me suis dit effectivement en sortant de l'isoloir, quel que soit le bulletin que j'ai pu mettre dans l'enveloppe ou pas, de me dire, au moins je ne fais pas affront à ce qu'on a vécu, à ce qu'on nous a appris, à mes parents, voilà. Donc à la fois sortir du bureau de vote en disant, ça va, ils peuvent être encore fiers de moi parce que c'est une leçon. Ouais, je n'avais pas pensé à ça, vraiment pas. Je découvre. Oui, alors on découvre, franchement on découvre parce que non, je n'ai pas pensé que c'était aussi profond que ça. C'est pour ça que je disais, c'est pas péjoratif, mais une forme de pression quand même. On pourrait pas, je me vois pas dire à mes parents, j'ai pas été votée. C'est même pas envisageable. D'abord, j'aurais honte, je crois. Je leur dirais pas, je crois que je dirais, bah oui, je suis allée voter. Je sais pas, j'aurais peur qu'ils portent un regard.
Alors que non, parce qu'il respecterait complètement mes choix. Je pensais pas que ça a été aussi profond pour vous. J'ai pas eu cette impression, moi. Bah, ça faisait partie de notre Parce qu'on quotidien. était peut-être dedans. Voilà, ce qui fait que dedans, nous, on avait un pas. regard d'enfant en plus, donc avec C'est vrai. voilà, un regard d'enfant. Et c'est vrai que ça faisait quand même partie de notre quotidien. On montait dans la voiture, il y avait les tracts à l'arrière, on passait près des panneaux d'affichage. C'est mon papa qui l'a collé cette affiche. Lui, il scandait partout, c'est la rose à papa, c'est les affiches à mon papa. Donc on était au clair là-dessus. Ou alors on était en file indienne les uns derrière les autres. Ils nous donnaient le top départ, on attrapait les pointes des affiches de l'opposition et... Parfois, c'est même la politique professionnelle qui entre dans la famille. Patrick Tuffet est centriste. Aujourd'hui chef d'entreprise, il a exercé plusieurs mandats locaux en Bourgogne. Sa femme et ses fils ont dû s'accommoder d'un mari et d'un père, élus de la République, pris par la politique. Quand Patrick s'est lancé en politique, on en a parlé 2 secondes parce que c'est vrai que ça engageait toute la famille. Ça voulait dire que moi j'allais m'occuper des petits. Ils ont été, sans qu'on s'en aperçoive, élevés dans un milieu où la politique c'était pas quelque chose d'éloigné, d'étranger, quoi. Quand on était en campagne, Pierre, on allait tracter, comme ça se fait habituellement, donc dans les boîtes aux lettres, pour mettre les professions de foi, je me rappelle ce que c'était d'ailleurs. Et donc je l'avais amené avec moi, on faisait toutes les boîtes aux lettres. Et donc il est venu traiter avec moi, donc il sait ce que c'est que faire une campagne électorale, en tout cas une partie de la campagne. Que c'était plus un jeune, on mettait des feuilles dans toutes les boîtes aux lettres, c'était marrant, hop, et puis finalement on aidait, ça nous faisait rire, je pense. Mais... Je me rappelle du bureau de vote. Ouais, c'est bien. Ouais. Moi aussi, le bureau de vote. On était juste derrière l'urne. Ouais. On se sentait important à 8 ans. Et c'est peut-être plus dur de se faire une opinion aussi, sa propre opinion, quand on parle beaucoup de politique et qu'on a déjà un père qui est engagé politiquement. Donc il faut peut-être déjà un peu plus de maturité pour se faire vraiment une opinion. Et c'est vrai que ça, je vous l'ai jamais dit, mais souvent j'ai un très bon ami qui me reprochait souvent d'avoir des idées déjà fixées, de pas réfléchir par moi-même parce que j'avais un père déjà engagé. La façon dont on est élevé permet de se faire une idée, bien sûr, et aussi l'entourage en dehors de la vie familiale nous donne d'autres idées. Finalement, c'est un mélange des deux. C'est la vie de famille et la vie personnelle entre les amis, nos études. Voilà, du coup, on se forge notre avis, mais il y a forcément des similitudes avec ceux de nos parents. C'est une obligation parce que la façon dont on est élevé fait que finalement on a les mêmes idées que nos parents sur certains points. Ça me paraît une évidence. Ouais. Les mères ont un rôle important. Elles transmettent les idées politiques, mais autrement. Je pense que notre mère, ce qu'elle nous a réellement apporté, c'est que on a appris à être le moins égoïste possible. Tu savais pas tout ça? Non, je sais pas. Qu'est-ce à lire? Ouais, c'est assez touchant d'entendre ce que j'entends, parce qu'effectivement, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de politique, mais plus dans ce qu'il y a de spectaculaire et de visible, alors qu'en fait, pour moi, la politique, c'est avant tout effectivement un rapport à l'autre. Ça veut dire des valeurs, ça veut dire effectivement du respect pour qui que ce soit, y compris pour des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous. Pour Marie, la fille des Paco, tout se passe dans le quotidien. Ça se fera naturellement. Je vais pas prendre mon gamin, l'asseoir en face de moi et lui dire voilà, maman est de gauche, elle te demande de respecter ses idées. Non, je peux pas faire ça. Ça se transmet au quotidien parce que je râle sur le voisin quand il tient des propos racistes devant moi, parce que je râle beaucoup. Je pense que ça se transmet comme ça. Toutes les histoires de famille se tissent dans la grande histoire. Certains événements, comme des guerres ou des révolutions, peuvent laisser leur empreinte sur plusieurs générations et orienter les choix politiques pour la vie entière. L'histoire d'Irina Kortanek permet de comprendre son engagement nationaliste et radical. Depuis ma majorité, je vote Front National.
Parce que je viens d'une famille qui a quitté la Russie à la Révolution. Et on se transmet l'histoire de la famille de génération en génération. Et c'est ma grand-mère qui m'a appris le russe et qui m'a expliqué la fuite de la Russie, l'histoire de notre famille. Je sais que tous les autres membres de la famille ont essayé de fuir et ont été massacrés. C'est quelque chose qui marque en étant enfant. Et c'est aussi ma grand-mère qui m'a appris l'amour de la France et respecter ce pays qui nous avait accueillis. Bon, de temps en temps, il y avait des décalages. Je me souviens, à l'école primaire, on enseignait encore nos ancêtres, les Gaulois. Et puis la première fois que j'ai entendu ça, j'ai levé la main, puis Madame, les Gaulois ne sont pas mes ancêtres. Bon, on m'a expliqué qu'ici c'était la France, que les Gaulois étaient nos ancêtres. Vu le ton, j'ai pensé, j'ai dû dire une bêtise. Quand j'ai raconté ça à la maison, mon Dieu. Je dis, qu'est-ce que t'as été raconté? On ne se fait pas remarquer, on reste calme. Du coup, ma grand-mère m'a expliqué qui étaient les Gaulois. Bon, affaire classée, ok, j'accepte. Bien des années plus tard, Irina Kortanek traduira l'héritage de cette histoire familiale dans un engagement politique très concret en tant que candidate du Front National en Languedoc-Roussillon. Elle va même jusqu'à passer le flambeau à son fils. Mon fils a été candidat l'année dernière au cantonal et il s'est beaucoup investi, ça lui a énormément plu. Tous les deux, on a fait un deal. On a dit, bon, si tu m'aides sur mon canton, moi je t'aide sur ton canton. Ce qui fait qu'en fait, on a travaillé ensemble sur les deux cantons. Mais on était fiers l'un de l'autre, on était contents de s'investir dans cette campagne. Et puis de pouvoir aussi compter l'un sur l'autre. Si dans la plupart des cas la politique se transmet, les refus d'héritage existent aussi. Je vais mettre ça à la poubelle. On peut vouloir marquer sa différence et s'affranchir des choix de ses parents. Jean-Paul Gatti et sa compagne Claudine sont tous les deux éducateurs spécialisés à Auxerre. Lui a aujourd'hui sa carte au Parti socialiste. Moi, je ne sais pas ce que vote ma propre mère et je ne sais pas ce que votait mon père. Mais j'ai des idées par rapport à ça. Je pense que mon père était probablement pétainiste et je pense que ma mère doit voter à droite. Mais j'en ai aucune certitude. Et si mon père était vraiment pétainiste, en tout cas de droite, une manière de liquider mes problèmes avec mon père et les problèmes de mon père avec moi était d'être en opposition à celui-ci. Hein. Tuer symboliquement son père, ça peut être aussi voter différemment de ce qu'il me semble qu'il pouvait voter. Je dis bien qu'il me semble. Paco, pourtant de gauche, a pris ses distances avec la culture communiste imposée par son père. J'ai tout envoyé et pété, quoi. Voilà. Que ça soit la famille, la politique, tout. Mes parents, voilà. J'ai pas fait une grande déclaration, j'ai pas fait un papier dans le journal, j'ai pas déchiré ma carte en public, je l'ai pas brûlée devant le siège du Parti communiste. J'ai pas fait ça, c'est tout, je l'ai laissé tomber. C'était plus mon truc. Dans certaines familles, on ne parle pas de politique. Parce qu'on peut être d'accord sans se le dire, mais aussi parce que ça ne se fait pas. C'est le cas de la famille de Michel Darche, longtemps professeur de lettres et d'allemand à Auxerre. Mes parents, qui étaient donc d'origine paysanne et qui sont devenus petits ouvriers, j'aime pas beaucoup le mot petit. On dit toujours petit instituteur, mais on dit jamais petit professeur, par exemple. Mais bon. Étaient des gens qui ne parlaient pas beaucoup et qui parlaient peu de politique. Je dois dire que quand mes parents, mais ça n'était pas rare à l'époque, allaient voter, ils ne se disaient pas pour qui ils votaient.
Et pendant la guerre, je me rappelle qu'à la maison, alors qu'on nous a enseigné l'idée qu'il ne faut pas mentir, eh bien, on écoutait évidemment Radio Londres. Mais il ne fallait pas le dire aux voisins. Je dois dire que à table ou avec mes enfants, je ne parlais jamais politique. À tel point que quand hier je vois mon fils, qui a maintenant 35 ans l'animal, et qu'il me laisse vaguement dire pour qui je votais, il en a été étonné. C'est vous dire. Ce silence perdure, mais ça sert. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui a les mêmes opinions politiques que vous, on n'a plus rien à se dire. Et si vous êtes avec quelqu'un qui a des opinions politiques complètement différentes des vôtres, au bout d'un moment, on n'a rien à se dire non plus. Il y avait une phrase de Jean-Paul Sartre qui disait « On ne peut discuter qu'avec quelqu'un qui pense comme vous ». Certaines personnes, et en particulier les femmes, sont plus silencieuses. Sur le plan politique, bon, je suis de gauche, bien sûr, j'ai dit, mais je suis quelqu'un d'assez assez réservé et pour parler, pour discuter, pour amener des arguments, bon, je suis pas très douée là-dedans, donc. Elle se dévalorise. Oui, non, c'est pas une question de se dévaloriser, mais c'est vrai que j'ai. Bon. Et puis comme il y a des bavards comme lui qui prennent la parole, ou je vois pas, des fois je vois pas ce que j'aurais à rajouter, puisque je suis en accord avec ce qu'il peut dire la plupart du temps. Pour Jérôme Clerc, éducateur spécialisé, et sa compagne Laurie, institutrice, parler ou pas de politique est une vraie question. J'ai jamais eu l'habitude de débattre de politique chez moi, c'est pas un sujet qu'on abordait. Le vote, c'était secret, on vote ce qu'on a envie, mais surtout on n'en parle pas, c'est intime, c'est secret, donc on n'en parle pas. Et j'ai encore eu confirmation de ça pour le vote des présidentielles. Là, j'en ai parlé avec mes parents et ma mère m'a dit non, de toute façon, le vote, c'est secret. Donc c'est vrai que pour moi, c'est nouveau de débattre de politique avec mon cercle intime. J'ai plus tendance à écouter, j'écoute, je dis si je suis d'accord ou pas d'accord, mais je vais pas forcément donner de mes idées ou te dire je suis pas d'accord. Je te dis je suis pas d'accord, mais voilà, juste je ne suis pas d'accord avec toi, mais voilà. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est je ne suis pas d'accord, donc c'est voilà, bah faut aller plus loin, quoi. C'est-à-dire que c'est-à-dire t'es pas d'accord. Et donc c'est là-dessus des fois où... Il peut y avoir certaines frictions. Ouais, voilà. Oui, c'est pas des frictions, mais en tout cas c'est... là on touche vraiment la relation en tant que telle, quoi. Là le vote du premier tour, on s'est un petit peu... pris le bec sur ce sujet-là, parce que je te parlais, je te disais mais pourquoi tu vas voter Hollande alors que voter utile c'est voter Hollande, mais alors on a eu un sujet là-dessus, genre je disais j'étais pas d'accord avec ça, bon, parce que voter utile implicitement c'était voter Hollande. T'aimes tellement ça que de toute façon tu parles et quand je te réponds t'écoutes pas, tu parles, tu continues sur ton sujet et du coup à la fin j'ai dit oui tu as raison. Et donc tu m'as dit quelque chose à ce moment-là, tu m'as dit je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis, mais simplement la façon dont tu me le dis, j'ai envie de voter autre chose. Oui. C'est ça que tu m'as dit. Oui. Et je me demande si Hollande, il n'a pas gagné une voix grâce à ça. Ah, peut-être. La famille Clerc a des racines rurales. Il se retrouve souvent chez le grand-père, Fernand, dit Pépère, ancien producteur de cidre, dans un petit village de Bourgogne. Et ils n'ont pas les mêmes opinions. Moi, je suis centriste, puis c'est tout. Alors... Je cache rien. Je suis soissons. Oui, vous n'avez jamais cherché à nous influencer. Non. Mais bon, on sait à peu près quand même. Ça porte. Non, mais on connaît tes opinions, papa. Oh, ben, les opinions. Ah si, tes opinions. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas excessif, c'est tout. C'est quoi ces opinions? Non, les opinions, je sais, j'ai toujours su ce que papa, pour qui votait, dans le sens où il votait, quoi, je savais. Toi? Ah ben, ici, à La Ferté, c'était M. Sarkozy qui arrivait. Ben, c'est assez conservateur, hein, franchement. Oui, bah oui. Quoique maintenant, à la campagne,
Il y a beaucoup qui ont voté Le Pen. Hein. Ah ben oui, mais ça, c'est l'époque actuelle. Automatiquement, tout le monde en a marre. On ne sait plus comment faire. Faut dire oui, c'est ça. Tu as trouvé le mot, papa. C'est ça. On ne sait plus trop. On sait plus trop comment faire. Là. Ah, bon. Non, on verra. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui a fait le mal. Je critique pas, mais enfin, chaque pays a ses mœurs. C'est pas facile à diriger. Quand on ne peut pas se diriger soi-même, on ne va pas diriger les autres. Voilà. Mes parents partaient en voyage pour le second tour des élections présidentielles de 2012, là, cette année. Et ils me demandent donc si je peux, pour un d'entre eux, aller voter à leur place, quoi. Et je leur demande très naturellement pour qui je vais voter, en sachant très bien que c'était à gauche. Mes parents me disent oh bah, on te fait confiance, tu voteras à qui tu veux. Et là, j'ai commencé à bouillir, à me dire mais non, bah, c'est quoi? C'est pas à moi de savoir à votre place pour qui voter. C'est quoi ce... En fait, je savais pas trop quoi voter. Alors donc ça m'était un peu indifférent, si tu veux. On savait pas trop. Mais c'était pas parce que je te faisais confiance pour... C'était pas facile. Je les connais pas, moi non plus, tes opinions politiques, vraiment. Je sais pas si t'étais vert, si t'étais rose, si t'étais... Parce que des choses. Parce que t'as changé toi aussi, hein. Il y a des fois... Finalement, j'aurais voté n'importe quelle couleur. Mais ça aurait été bon. C'était un peu dans mes idées quand même. C'est-à-dire oui, je savais que ça serait pas... t'allais pas voter pour Sarkozy, ça je savais. Bon. J'aurais voté Eva Joly, ça aurait été bon pour toi. Ça aurait été bon, oui, ça aurait été bon. Même quand on pense tous pareil, cela n'empêche pas les discussions et les confrontations. Surtout pendant les périodes d'élection. Les PACO sont tous à gauche, mais ne votent pas forcément pour le même candidat. J'aurais voté Joly pour la personne, mais j'aurais pas voté pour Europe Écologie Les Verts, donc du coup c'est compliqué quoi. Donc du coup je voterai Mélenchon, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit que je me suis trompée en disant vote utile, mais je voulais dire que mon Mélenchon c'est presque un vote utile pour moi quoi. Oui. Si je vote pas pour Eva Joly, c'est pas un vote utile comme on l'entend. Si, c'est un vote utile, mais Par pas dans la gauche, perspective de la présidentielle. Oui, voilà. Dans la perspective de la construction de quelque chose. Aussi, oui. Ce qui va arriver derrière. Les brocards, pourtant presque tous bien ancrés à droite, discutent de Jean-Luc Mélenchon. J'ai beaucoup aimé le charisme de Mélenchon, Dieu sait si je suis pas de... Je suis pas de gauche, mais je suis de gauche pour ce qu'il a dit. Il a surtout beaucoup d'éloquence, hein, moi je pense. Hein. Il n'y a pas le projet, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, les idées qu'il met en avant, c'est dépassé. Non, on peut l'aider dans ses projets, nous. Il les prendra, nos projets. Je pense qu'on peut l'aider, on peut proposer des projets. Ce qui compte, c'est d'aller quelqu'un qui a un charisme. T'es d'accord, Fred? Ouais, Mélenchon, quand même dit qu'il voulait faire les poches de tous ceux qui gagnaient plus de 5 000 €, je crois, il me semble. Bon, à mon avis, moi ça va, mais bon, je sais pas. Faut-il avoir les mêmes opinions politiques pour bien s'entendre avec ses proches? Ou bien y a-t-il place pour le désaccord? Nos enfants votent dans notre mouvance. Je me pose même pas la question. Quelqu'un aurait choisi autre chose, que ce soit politiquement ou en religion, etc. Bon, on s'en serait accommodé. Mais à terme, quelle relation on aurait eu? On n'aurait pas pu avoir des fêtes de famille, des repas comme ça. C'est tout. Et aussi puis, sympa. Ouais. Aussi sympa, oui. Parce que c'est vraiment très sympa les fêtes. Ouais. Et c'est important. Je pense que ça serait pas aussi sympa. Tu vois, on ferait des statu quo, quoi. Il y a des choses qu'on n'aborderait pas. D'abord, ça nous aurait interpellés. Pourquoi eux font un chemin qui est autre? Ça aurait pu. Ouais, enfin... Je pense qu'on aurait discuté. Oui, on aurait essayé de comprendre pourquoi. Et l'explication de l'un ou de l'autre, si ça avait été le cas, c'était plutôt, une discussion, voilà. Et puis après, accepter la différence. Oui. Moi, je l'aurais très, très mal vécu. Ça aurait été une trahison envers l'histoire familiale. Et puis je crois qu'il aurait eu de gros problèmes avec son papa aussi. Parce que son papa a grandi avant la chute du mur de Berlin. Donc il aurait pu lui expliquer, et d'ailleurs il l'a fait, ce que c'était la vie à l'Est.
Quand mon frangin m'envoie des courriels encensant Sarko et démolissant Hollande, je ne vais pas lui dire merci de me les envoyer, encore que ce soit de bonne guerre, hein.